Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. Bonsoir à toutes et à tous. On va parler à l'instant, et vous le savez, on en a parlé pendant tout l'été, de ces otages, de ces 48 otages qui sont toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Israël tente de les libérer, mais la tâche est compliquée. L'occasion de parler de la directive, ce qu'on appelle le protocole Hannibal, mis en place par l'armée israélienne. Qu'est-ce que c'est et surtout, à quoi cela correspond? Explication d'abord avec vous, Océane Nicole. Juin 1986, 2 soldats israéliens sont capturés lors d'une embuscade menée par le Hezbollah dans le sud du Liban. Ils sont tués par les terroristes. Les dépouilles sont restituées 10 ans plus tard à Israël dans un échange avec l'organisation chiite libanaise. Tzahal décide de formuler officiellement les règles à appliquer en cas de capture d'un soldat. C'est la procédure Hannibal, une directive secrète dont l'objectif est d'empêcher l'enlèvement de soldats israéliens par des forces ennemies au cours des combats. Une directive qui permet au commandant de prendre toutes les actions qu'il juge nécessaires, même si cela met en danger la vie du ou des soldats capturés. La procédure Hannibal a été modifiée à plusieurs reprises, mais le principe reste le même. Tout doit être mis en place pour empêcher l'enlèvement ou être capturé vivant. Une procédure qui n'autorise cependant pas de tuer un soldat pour empêcher sa capture. Si Tzahal assure que le nom de cette directive a été donné au hasard, Hannibal était un grand chef carthaginois qui s'est suicidé plutôt que de se rendre aux Romains. Alors on va parler justement plus dans le détail avec vous, Océane Nicole, bonsoir. Bonsoir Mathias. Je dis bonsoir également à Amir Daniel. Vous êtes le père du soldat Oz Daniel, dont l'histoire va être racontée à l'instant par Océane Nicole. Pourquoi cette histoire nous importe? Parce qu'elle concerne aussi ce protocole Hannibal. Tout à fait, cette fameuse procédure. Alors on va parler de Oz Daniel, donc 19 ans, de Kfar Saba. Il faisait partie du 77e bataillon, et le 7 octobre, eh bien lui, il était dans un char à côté de ses frères d'armes, Nimrod Cohen, Omer Nerta et Shaket Dahan, et ils étaient stationnés au poste de Tzahal, dit Maison Blanche, c'est donc le long de la frontière entre le kibbutz de Niroz et de Nirim, et le 7 octobre, eh bien, leur char est attaqué par les terroristes du Hamas qui jettent des grenades et des engins explosifs en direction de leur tank qui prend feu. Et justement, Oz Daniel met en place cette procédure Hannibal. On l'a vu, l'objectif c'est d'empêcher de se faire kidnapper et surtout de se faire kidnapper vivant, puisque on sait que depuis plusieurs années, c'est la peur, c'est la crainte des soldats israéliens de se faire kidnapper par des terroristes. Donc on le voit sortir de ce char. Et il y a une vidéo où on voit que Oz essaye de récupérer une arme, une grenade d'un terroriste, et malheureusement, il prend finalement une balle, il reçoit une balle et son corps est emmené dans la bande de Gaza avec ses 3 compagnons d'armes. Alors pendant plus de 4 mois, il faut savoir, Mathias, que la famille n'était pas au courant. Ils pensaient que il avait juste emmené, qu'il était otage dans la bande de Gaza, et c'est seulement le 25 février 2024, donc 141 jours après, que malheureusement la famille reçoit la mauvaise nouvelle et que Oz Daniel a été tué le 7 octobre et que malheureusement la procédure Hannibal n'a malheureusement pas fonctionné pour lui. Il a été emmené dans la bande de Gaza, et à l'heure où on parle, malheureusement, Oz est toujours détenu dans la bande de Gaza aux côtés de 47 autres otages qui sont toujours détenus donc, dans le territoire palestinien. Sa dépouille est toujours entre ses mains. Juste une précision, elle a fonctionné ou à moitié? En tout cas, il a essayé il a tout fait en sorte, puisque la procédure Hannibal, c'est le fait de tout faire pour empêcher d'être enlevé. Exact. Donc on voit bien qu'il a eu ce courage de sortir, d'essayer de prendre une arme, une grenade ou une arme, on sera peut-être plus en détail, mais en tout cas, il a tout fait pour ne pas se faire kidnapper. Merci, mais malheureusement, sa dépouille est toujours à Gaza. Alors je vais poser cette première question. Je vous ai vu regarder et écouter avec intérêt ce que disait Océane. Jusqu'à présent, tous les détails que nous avons donnés, Amir, sont justes. Oui, tout à fait. Absolument. Lorsque Océane dit que votre fils, de mémoire bénie bien évidemment, avait eu le courage de faire cet acte, de tenter de se faire exploser pour ne pas être pris vivant, vous répondez quoi?
Oui, écoutez, tout ce que vous avez dit est exact, mais je voudrais ajouter quelques détails pour décrire quelque chose que nous avons vécu avec Oz avant son enrôlement et pendant qu'il était soldat, pour renforcer tout cela. Dans la situation telle qu'on la connaît, le tank a été touché par une roquette RPG qui ne lui a plus permis de bouger. Et des dizaines de terroristes du Nourba tout autour ont piégé par devant et par derrière par des explosifs le tank. Derrière, il n'y avait que Shakedan et devant, Oz a réussi à ramener Shaked à l'intérieur du tank. Le tank a commencé à brûler et à se remplir de fumée. On le voit, le tank numéro 3 qui brûle. Et à un moment donné, ils ont étouffé. Et donc, le commandant a donné l'ordre d'ouvrir et de sortir. Quand on sort, dès qu'ils sont sortis, le Hamas a filmé ce qui se passait. Et on voit Oz sortir et essayer de comprendre ce qui se passe. Il est totalement plein de charbon, il est plein de fumée, on le voit, il essaie de comprendre que faire. Il n'avait aucun renseignement, il n'avait aucune indication de ce qui se passait. Ce qu'on voit dans le petit film, c'est qu'il met la main dans la poche du terroriste de la Nourba pour en sortir une grenade ou quelque chose comme ça. Il n'y arrive pas, il essaye de le frapper et le film a ensuite été coupé. Plus tard, on voit déjà un passage où Oz est allongé près du tank et on comprend qu'il a continué à s'opposer et donc on lui a tiré dessus et qu'on l'a emmené comme otage. Pour vous raconter une petite histoire, Oz, vous savez, il y a plein d'histoires autour des tanks, Gilad Shalit et autres soldats, et dans l'équipe, ils parlent entre eux. Et il a parlé avec Meirav, mon épouse aussi, Oz, en lui disant « Maman, sache que si Dieu nous en préserve, je devais être enlevé, je ne serai pas prisonnier. Je m'opposerai, je ferai tout ce qui est nécessaire pour ne pas être prisonnier. » Et je lui ai dit « Tu sais, si un terroriste est juste en position de force, c'est à ce moment-là qu'il t'enlèvera. » Et il a regardé sa mère avec un petit sourire en disant « Maman, je ne me laisserai pas enlever. » Ça montre simplement comment il se comportait. C'est une question peut-être extrêmement compliquée que je vais vous poser, mais est-ce que beaucoup de pères et de mères qu'on a reçus ici disent qu'ils continuent à parler avec leurs enfants qui ont été tués, qui ont été assassinés, qui sont toujours à Gaza. Et ils disent qu'ils ont en contact, comme si ils les entendaient. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez parlé à votre fils et vous lui avez dit, quand vous avez appris, bien évidemment, plusieurs mois après, terrible, 143 jours, vous avez dit... 141. 141 jours d'attente. Est-ce que vous lui avez parlé quand vous avez su ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il avait essayé de s'opposer ? Bonne question, mais fort sensible. Je dis toujours que le lien entre Oz et moi est bien plus important que celui d'un père et de son fils ou d'une mère et de son fils. Oz a une sœur jumelle, donc entre sa sœur et lui, mais c'est un lien extraordinairement proche. Mais le lien entre Oz et moi et bien au-delà de ce lien, c'est un lien entre nos âmes. Et donc, pendant les 19 ans où Oz était vivant, 3 fois, j'ai été voir ma femme. Je suis avec elle en couple depuis l'âge de 17 ans pour lui dire que je crois que j'ai le fils le plus parfait que je ne pouvais rêver, que je ne pouvais pas rêver mieux, qu'il ne pouvait pas être plus parfait pour moi. Voilà, pour que vous compreniez le lien qui nous unit. Je dis toujours que Oz fait partie de moi. Je ne porte pas sa photo et je n'ai pas non plus d'autocollant dans ma voiture, mais voilà, il est là. Il fait partie de moi. Oz, c'est moi, moi, c'est Oz. Je lui parle et je le sens tout le temps. Et je suis énormément fier de lui.
le plus au monde. À propos héroïsme, vous savez, et je l'ai dit à Oz qu'il était un héros pendant toute sa vie, pas parce qu'il est l'enfant le plus courageux du monde, mais c'est parce que c'était un enfant qui savait toujours se mesurer à ses difficultés et à ses peurs. Regardez ses peurs en face, la peur de l'eau d'abord, et puis la peur de la hauteur. Il était un excellent nageur ensuite, et puis il faisait des sauts en bungee extrêmes. Bref, des choses qu'on ne fait pas si on a le vertige, par exemple. Et je lui ai toujours dit, tu es un héros parce que tu sais te mesurer à tes propres peurs de manière extraordinaire. Et c'est peut-être ce qui l'a poussé, effectivement, à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à respecter son engagement qu'il avait pris auprès de sa maman et auprès de vous, c'est-à-dire on ne me prendra pas vivant, quel que soit l'endroit où je me trouve. Restez avec nous, s'il vous plaît, Amir Daniel, parce que j'ai demandé à Shani Guidalia, Shani, bonsoir, de nous raconter également l'histoire, Shani, de Roy Klein. C'est un autre type d'acte de bravoure, Shani. C'est un soldat en 2006, un officier qui a sauté sur une grenade pour sauver les siens. C'est aussi un acte de bravoure. Oui, pendant cette guerre, Roy Klein est officier, il est commandant adjoint du bataillon 51 de la brigade Golani. Le 26 juillet, lui et ses hommes sont engagés dans des combats dans la ville de Binjbel, l'un des bastions du Hezbollah, et c'est l'une des batailles les plus féroces de la seconde guerre du Liban. C'est pendant cette bataille que se produit l'acte héroïque qui a marqué son nom à jamais. Un terroriste du Hezbollah lance une grenade en direction de Roy Klein et de ses hommes. Il n'a alors qu'une seconde pour choisir, il prend une décision radicale. Il crie « Shema Israël », se jette sur la grenade et étouffe l'explosion avec son corps pour protéger ses hommes. L'explosion le blesse grièvement, mais il survit encore quelques minutes et il sait que ce sont ses dernières minutes. Il prend alors sa radio pour annoncer lui-même sa mort en disant « Klein est mort, Klein est mort ». Ses soldats tentent de lui prodiguer les premiers soins, mais il leur ordonne de s'occuper de Amichai Merchavia, un autre soldat, lieutenant, qui a aussi été blessé et qui a succombé un peu plus tard à ses blessures. Il remet ensuite sa radio codée à un autre officier qui prend la relève et poursuit les combats. Quelques minutes après, Roy Klein rend son dernier souffle. Il avait 31 ans, il était marié et père de 2 enfants, Gilad et Yoav. Son geste a sauvé la vie de plusieurs de ses soldats. Il est devenu en Israël le symbole du courage. Il y a des rues et des écoles, notamment à Netanya, qui portent son nom. Et même à l'étranger, son souvenir a marqué. Dans un lycée juif de Lima, la promotion 2006, l'année de la Seconde Guerre du Liban, a décidé de porter son nom. Pour ses actions pendant la guerre, Roy Klein a reçu à titre posthume la médaille du courage. Et son histoire est enseignée comme symbole de courage et de sacrifice au sein de Tsahal. Merci beaucoup, Shani, pour ces détails. Alors, ce que peut-être les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous me l'avez dit justement hors antenne, vous avez connu, hasard du calendrier ou pas, la famille de Roy Klein. Disons que Merav, mon épouse, a travaillé 16 ans dans la société Teva. Et donc là, tout le monde connaît l'histoire de Roy Klein, parce que c'est un héros dans des dimensions invraisemblables. C'est vraiment de l'héroïsme enseigné dans les écoles. Et comme son père était directeur aussi chez Teva, évidemment, on en parlait chez Teva et tout le monde en parlait et tout le monde en était fier. Alors voilà, on a vécu ça de près. Je ne sais même pas comment amener cette question, mais est-ce qu'autour de la table, puisque votre femme travaillait avec le père de Roy Klein, est-ce qu'il vous est arrivé en famille de temps en temps, soit autour d'une table, soit dans le salon, où les enfants étaient présents, de parler de cette histoire? Est-ce que cette histoire a peut-être aussi voyagé dans le temps et est arrivé dans la tête de votre fils, qui a fait cet acte de bravoure le 7 octobre? Oui, Oz connaissait l'histoire, mais c'est autre chose. Je pense que c'est plutôt le fait que Oz, je voudrais vous en parler, c'est un enfant total. Je veux dire,
par là, c'est que comme fils, comme petit-fils, comme camarade, c'était un garçon, d'abord et avant tout, un lien avec ses parents, père et mère, était invraisemblable. C'était vraiment un garçon qui était tellement proche et qui se consacrait entièrement aux autres et qui vous faisait sentir combien vous lui importiez. Est-ce que pour vous, c'est le même type d'acte? Ce qu'a fait Roy Klein, de sauter sur une grenade, il n'était pas en danger d'être kidnappé, mais il a sauvé les siens. Est-ce que c'était aussi peut-être une manière pour votre fils de sauver les siens? Est-ce que vous pensez que Roy Klein, on peut estimer que c'était aussi un même type d'acte? Écoutez, je vais vous dire quelque chose auquel je crois et que je vois, en parlant avec des dizaines de responsables de sécurité, un héroïsme, un tel courage d'un garçon de 19 ans qui fait une chose pareille. Ça, ou bien vous l'avez avec vous ou pas. Il n'y a personne qui peut savoir comment il se comportera dans une telle situation. J'ai rencontré des gens qui ont participé au sauvetage d'otages. J'ai parlé à un des soldats qui, chez lui, et il a voulu me dire, il m'a dit, tu sais, l'héroïsme de Oz, moi je suis pas sûr que dans cette situation-là, spécifique, je me serais comporté comme lui. Je ne peux pas le savoir, parce que je n'ai pas vécu cette situation où je sais que je vais perdre la vie tout de suite pour m'opposer, parce que c'est mon rôle de combattant et que je choisis de mourir. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et c'est pas quelque chose qu'on peut savoir à l'avance. Vous pouvez être un excellent combattant, ça ne veut pas dire que vous en aurez la capacité. Amir, restez avec nous. J'ai envie de discuter avec Daniel Hervouet. C'est un officier, un ancien officier de l'armée française. Daniel, vous êtes avec nous. Tout à fait. Je vous ai demandé de venir intervenir parce que c'est une donnée propre et vous avez déjà écrit beaucoup sur le degré de résilience, sur ces actes de bravoure de l'armée israélienne en plein combat. Et vous avez lu avec attention l'histoire de Oz, Daniel. Le papa est là. Je vous laisse vous exprimer, peut-être lui parler, si vous aviez envie de lui dire quelque chose. Absolument. D'abord, je suis très ému de parler à ses parents. Ensuite, pour parler de ce jeune homme, très jeune, très très jeune, et à entendre le récit de son acte absolument incroyable, ça m'amène à rejoindre effectivement le point de vue de sa maman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment on se comportera, mais ce que je vois dans son comportement, c'est justement cette détermination, ce désir qu'il avait exprimé de ne pas vouloir être pris en otage. Il mesurait bien sûr les conséquences que ça pouvait avoir, mais à mon avis, c'est pas tant ces conséquences qu'il pouvait imaginer de manière rationnelle qu'une attitude de pugnacité, de refus de la défaite, de refus de se laisser dominer par ces criminels qui étaient en train d'agresser Israël. Et là, il y a quelque chose qui est sorti de son cœur, de son ventre, de son esprit, qui avait été, je suis sûr, façonné pendant son éducation avec ses parents, sa formation au sein de Tsahal. Il a intégré, à mon avis, tous les enjeux, toutes les questions essentielles que vit ce pays qui est agressé en permanence, avec des ennemis à toutes ses portes, qui n'ont jamais cessé de reproduire à l'infini cette agressivité, cette agression envers Israël qu'il déteste. Et lui, sans doute, portait au fond de lui-même tout cela. Mais Daniel, lorsque vous avez été formé, vous avez plusieurs décennies à l'armée française, est-ce que cette notion de protocole Hannibal, de dire « on ne me prendra pas vivant », est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris
ou alors que vous avez lu concernant Israël? Non, ça, on ne l'apprend absolument pas en école. On ne peut pas dire... Vous savez, il n'y a que dans les pays totalitaires où on fait comme à Stalingrad, dire aux combattants de première ligne, allez-y, mourrez, etc. Et si vous faites demi-tour, on vous tire dessus. Donc ça, c'est pas Israël. Et la seule chose qui a fonctionné dans l'esprit de Oz, comme d'ailleurs dans l'esprit de cet officier qui s'est jeté sur la grenade, c'est simplement une espèce de sens du devoir et un calcul automatique. C'est pas un calcul d'ailleurs, c'est un réflexe, c'est un acte qui résulte de tout ce qu'on a pu apprendre en termes de camaraderie, de solidarité, de don de soi, de perception de la nécessité de réduire le risque pour ses camarades, pour ses compagnons d'armes, de le réduire au maximum. Et quand on est soi-même le personnage qui peut faire quelque chose, eh bien là, c'est la grande épreuve de la vie, effectivement. Comme disait la personne qui racontait cette histoire d'officier qui se jette sur une grenade, eh bien, c'est tout ce qu'on a dans l'esprit qui agit automatiquement. Et on a à ce moment-là la volonté, le courage, etc. Mais on ne se dit pas, ai-je bien le courage de le faire? Non, non, ça se passe en une seconde, on l'a dit. Donc c'est un résultat, je dirais une espèce d'élixir de toute la formation militaire qu'on a pu avoir avant, mais la formation également familiale, sociale, à l'école. Quels sont les repères? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les références qui nous amènent à un moment donné à faire quelque chose que les autres après diront c'était un acte héroïque, c'était quelque chose de formidable. Mais dans le récit de cette dernière minute, dernière seconde de Oz sortant de son char, se ruant à l'assaut sur un ennemi, essayant de lui ravir une grenade, etc. Mais c'est l'esprit combatif au maximum. Et à ce moment-là, il n'y a pas de réflexion sur quelles seront les conséquences, est-ce que ça va me faire mal, est-ce que je vais mourir, etc. Non, non, c'est son, je dirais, son espèce d'enthousiasme moral. C'est pas un enthousiasme comme quand on va à un concert heureux, joyeux, pas du tout. C'est une force intérieure qui s'exprime. Merci Daniel. Il nous reste 1 minute. Est-ce que, Amir, vous vouliez répondre rapidement à Daniel? Il nous reste 1 minute. Je peux vous dire que je suis très ému d'entendre Daniel. Et nous aussi, c'est notre nom de famille, Daniel. Alors en plus, je m'identifie à chaque mot et je suis tout à fait d'accord. Il a très très bien analysé, de manière profonde et précise. Je ne peux que le remercier de cet honneur qu'il nous fait en mettant Oz dans cette catégorie des héros d'Israël. Merci, c'est ça aussi, Défense, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce magazine, pour aussi créer des liens, créer des ponts entre la France et Israël, parler vrai et des hommes et des femmes qui font ce pays. Merci, Daniel Hervouet, je vous vois extrêmement ému. C'est rare de vous voir aussi ému que cela, et ça me donne plein d'émotions ici aussi. Merci, Daniel Hervouet, merci beaucoup. Toda rabba, toda rabba. Et en plus, en hébreu. Merci à Amir Daniel d'avoir été avec nous. On ferme cette édition de Défense par cet événement autour de secouristes où des familles de victimes du Festival Nova ont tout simplement remis des kits de secours à des secouristes comme pour perpétuer la vie et le secours de la vie. Regardez, Shani Guidalia. Près de 2 ans après le massacre au Festival Nova, la douleur reste vive. Mais ici, à Reim, sur le lieu même de la tragédie, des familles des victimes honorent la mémoire de leurs proches en distribuant aux bénévoles de Sauveteurs sans frontières des kits de secours. Les sauveteurs bénévoles savent qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient en plein travail, en plein sommeil ou même au milieu d'un événement familial aussi important soit-il, à toute heure du jour, ils seront mobilisés et devront tout laisser tomber pour partir sauver des vies. Parfois même au péril de la leur. Ils savent aussi que le kit qui leur est remis aujourd'hui n'est pas simplement un kit avec du matériel médical de pointe, mais un kit porteur d'une âme pure. Au total, 366 kits de secours, autant que de victimes.
Le principe est fort. Chaque kit porte le nom d'un jeune assassiné au festival. Le kit est remis par un proche de la victime à un secouriste bénévole. La devise de Ori était « On ne laisse personne derrière ». Quand je vois ce projet et que je vois son ami El Hanan, qui a étudié avec lui à la Yeshiva, partir sur le terrain avec le sac de Ori et sauver des vies, je comprends qu'on honore la mission de Ori. On ne laisse personne derrière et je suis tellement fière de faire partie de ce projet, que nous ayons le mérite de sauver des vies et de donner, car c'est seulement ainsi que nous vaincrons, en étant unis. Je le sens vraiment du cœur, au fond du cœur, comme quoi qu'il y a un rapport qui s'est fait là maintenant, un lien qui s'est fait. Et j'espère que vraiment on pourra faire que des bonnes choses avec ce kit et que tout ça soit à l'honneur de Gili Hadar, qui a été tué ici à cet endroit-là exactement. Le projet est baptisé We Will Save Again. Chaque kit d'une valeur de 2 600 € est conçu pour 3 ans de terrain. Pour les 1500 secouristes bénévoles de Sauveteurs sans frontières, souvent en première ligne, c'est un outil indispensable pour intervenir rapidement. On veut venger le terrorisme. La plus grande vengeance, c'est de dire sur chaque vie que vous avez prise, sur chaque personne que vous avez assassinée, on va en sauver 300. Et ça, c'est une grande force, c'est une vengeance de vie et d'espoir. Pour ces familles, voir le nom de leur enfant associé à un outil de sauvetage leur offre un peu de réconfort et une promesse, celle de faire triompher la vie. La vie et l'espoir. Merci encore une fois, Amir Daniel, d'avoir été avec nous. Je vous salue. Merci encore, vraiment, d'avoir été d'accepter notre invitation. Merci. Moi, c'est Nicole. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à vous.